Très bien, bonjour. Eh bien, nous reprenons nos travaux et pour commencer un peu cette nouvelle session, je vais passer la parole à Evelyne Brouzin qui va nous présenter Michel et ensuite Michel prendra la parole. À toi, Evelyne. Cette session du premier après-midi du colloque d'Espace Marx de cette année donne la parole à Michel Allemandou. Michel Allemandou est secrétaire général adjoint de la Ligue de l'enseignement. Il est metteur en scène et il est ancien directeur d'hôpital. Euh, je, je pense que nous allons, dans la continuité des débats que nous avons pu avoir il y a des décennies avec Jean-Pierre Nerkam, nous allons nous poser la question du théâtre. Le théâtre public aujourd'hui, le théâtre public en Gironde et la place du théâtre public pour l'éducation populaire. Bien évidemment, Michel Allemandou, qui est dans cette grande association de la Ligue de l'enseignement, est une personne qui est au cœur des questionnements que nous pouvons avoir sur le rapport du théâtre à ce public élargi qu'il rencontre dans son association de la Ligue de l'enseignement. Il vient de me dire qu'il avait un exposé de 3h30 à résumer en 60 minutes. Donc, je vais lui laisser le temps et je lui donne immédiatement la parole. Alors, bon, merci déjà, Evelyne. Je suis très heureux que tu mettes un petit peu cette intervention de cet après-midi sous le patronage spirituel de Jean-Pierre Nerkam, que j'avais eu le plaisir, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, de rencontrer ici même. Je connaissais mal son travail, mais on se parlait très très vite et j'avais mesuré, je le savais de réputation, toute la richesse de ce qu'il faisait. Alors, je ne vais pas résumer mon intervention de 3h30 en une demi-heure, je vais simplement vous faire la première demi-heure. Très bien. Bon, je peux y aller là Bon, le théâtre en public en Gironde, quelle place pour l'éducation populaire? Quand j'ai pris connaissance de l'argumentaire général de ces 18e rencontres d'Espace Marx, et notamment de l'appel qui comporte dès la première phrase, appel que je soupçonne Vincent d'avoir rédigé, transformer les rapports entre savoir, pouvoir, démocratie pour permettre de s'émanciper de toute forme d'exploitation, de domination et d'aliénation. Je me suis dit, chouette, c'est une affaire traitée, c'est une affaire traitée depuis la fin de la guerre de 1945. C'était là ce désir d'un théâtre qui interrogerait savoir, pouvoir, démocratie et qui permettrait l'émancipation du plus grand nombre. C'était tout le projet du mouvement de décentralisation théâtrale, et ça a été aussi le projet, on en parlait avec Evelyne il y a 2 secondes, le projet de Jean Vilar de faire du théâtre un service public aussi indispensable, je crois qu'il disait, que le gaz, l'électricité ou l'eau. Alors après, je me suis dit, non mais quand même, à Espace Marx, ils font attention, il doit y avoir une actualité quelque part dans le sujet. Et je me suis demandé pourquoi la culture, l'un des bras armés les plus puissants depuis l'Antiquité du théâtre, échapperait à cette mise en cause généralisée que l'on observe actuellement vis-à-vis de toutes les espérances de l'après-guerre, la sécurité sociale, le développement des services publics, l'amélioration de la condition humaine. C'est particulièrement préoccupant que cette question-là soit posée par rapport au théâtre. La culture, je reprends les termes d'Alain Ayot, n'est pas une catégorie comme une autre de l'action publique, c'est une des conditions de la vie sociale et politique.
on sait qu'il n'y a pas d'émancipation possible des personnes sans une émancipation culturelle. Et sur ce champ, le théâtre, qui est un art privilégié de la rencontre, de la communauté, ça se fait à plusieurs et ça s'échange à plusieurs avec un public, joue un rôle essentiel. Sentant qu'il y avait quand même un problème si vous mettiez ces thèmes-là à l'ordre du jour, j'ai eu envie de faire marche arrière, d'essayer de comprendre à quel moment on avait trébuché tous ensemble, quelle marche on avait ratée, à quel moment, pour paraphraser Ettore Scola à la fin de Nous nous sommes tant aimés, alors que nous étions partis pour changer le monde, nous devons faire le triste constat que c'est le monde qui nous a changés. Et pour ce faire, bon, j'ai voulu regarder le théâtre en Gironde, et surtout quand je dis la Gironde, hein, parce que le sujet est démesuré, c'est plutôt à Bordeaux. Mais enfin, c'est en Gironde et en Aquitaine. Pour commencer, je voudrais partager avec vous quelques définitions. Le théâtre public, qu'est-ce que c'est? Première chose, j'ai remarqué que la notion de théâtre public s'est substituée au cours des dernières années à celle de théâtre populaire. C'est peut-être pas neutre. Le théâtre populaire est devenu le théâtre public. Et je ne trouve pas, sur Wikipédia, c'est là ma source de connaissances, je ne trouve pas de définition du théâtre public. Je trouve une définition du théâtre privé. Le théâtre privé, il résulte d'une longue tradition théâtrale, il perpétue un modèle d'exploitation indépendant qui a longtemps caractérisé la vie du théâtre français. Il repose sur l'engagement de fonds privés. Les acteurs du théâtre privé n'ont pas d'aide, c'est un peu plus compliqué, mais n'ont pas d'aide directe de l'État ou d'autres collectivités publiques, et ils doivent équilibrer leur activité par des recettes qui sont les recettes du public. Cela dit, je ne vais pas cracher, parce qu'on l'a beaucoup fait, l'opposition publique-privée, je ne vais pas cracher sur le théâtre privé. C'est des lieux de création incontournables qui peuvent être aussi des terrains de découverte. Mais enfin, le théâtre public, je suis obligé de le définir par l'opposé du théâtre privé. C'est-à-dire que le théâtre public, il est financé majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou les subventions. Il poursuit une mission culturelle. Il a pour mission de favoriser l'accès au théâtre du plus grand nombre, tout en soutenant la création artistique. Et toutes les 3 heures là, qui nous séparent de la fin vont être là-dessus. Ça va être sur ce rapport entre création et accès. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce thème-là? La meilleure définition du théâtre public, en fait, que j'ai trouvée, c'est celle alors ça va vous faire plaisir, c'est celle de Bernard Sobel. La revue Théâtre Public, fondée en 1974, qui inscrit d'emblée le théâtre dans une perspective de dialogue avec le public. Accompagner la création scénique contemporaine, participer à ces débats. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait un débat. Théâtre public entend que le théâtre va être utile aux spectateurs, aux artistes, ainsi qu'à celles et ceux qui étudient et aiment, animent le théâtre. L'autre thème qu'il me faudrait définir, c'est celui de l'éducation populaire. Alors, je ne vais pas le faire long parce que vous connaissez mieux, vous tous, que moi-même, mais l'éducation populaire, c'est une forme d'éducation non formelle qui vise à améliorer le système social pour construire une société plus juste, plus démocratique, plus solidaire. Elle permet, par l'émancipation de chacun des bénéficiaires, entre guillemets,
parce que c'est souvent l'enseignant qui est le plus bénéficiaire de l'éducation et de la pédagogie. Cette problématique-là de l'éducation populaire, pour moi, elle renvoie à celle du public. Qui est éduqué s'il n'y a pas de public? Que peut faire le théâtre s'il parle à des salles vides? Donc, le rapport au théâtre public va être pour moi très intéressant à analyser au travers de qui est dans la salle. Je reprends, je sais qu'il est controversé pour des tas de trucs, la citation de Armand Gatti, qu'en que metteur en scène, je citais souvent vis-à-vis des jeunes comédiens. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Est-ce que tu sais pourquoi? Et est-ce que tu sais ce que tu veux dire? Le plan de l'exposé là que j'ai un peu préparé, et je vous remercie de me mettre dans le temps à chaque fois qu'il sera nécessaire, c'est en deux parties. La Gironde a bien évidemment participé à l'aventure de la décentralisation et du théâtre populaire. Mais elle l'a fait à sa façon. On n'est pas girondin pour rien. Je trouverais qu'elle l'a plutôt fait lentement, ce qui est dommage. Je trouve qu'elle l'a fait, et ça c'est une grande vertu passée de mode, elle l'a fait beaucoup sur le mode de l'amateurisme et non pas du professionnalisme. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, si le théâtre public, le théâtre dit de service public, a fondé sa légitimité sur sa vocation sociale ou civique, en Gironde comme ailleurs, ce théâtre s'est éloigné, bonjour, vous pouvez rentrer, éloigné du populaire, du public populaire, et comme je le disais tout à l'heure, bonjour Martine. Enfin, je ne disais pas tout à l'heure bonjour Martine, parce que tu n'étais pas encore là. Donc, s'éloignant du populaire, du public, il rendait, à mon avis, le travail d'éducation populaire un peu sans objet. Première partie, bon, essayer de regarder ce qui s'est passé en Gironde au fil du temps, une sorte d'historique. Alors on m'a dit, méfie-toi Michel, j'étais bien plus jeune. Des plans historiques parce que personne n'est d'accord, les charnières sont jamais les bonnes, etc. Bon, mais comme maintenant je suis vieux, je fais comme je veux. Et donc c'est un plan historique que je vous propose. 5 périodes, de durée très inégale. Et au sein de chaque période, essayer de voir le discours officiel, les volontés politiques, publiques, générales, et ce qui se passe en Gironde. La première période, c'est celle que j'appelle, c'est la seule, celle de la 4e République, pardon, 1945-1958, de l'après-guerre jusqu'à Malraux, au gaullisme, pour aller vite. C'est la période de la décentralisation dramatique. Bon, on est dans une fac de droit, mais on ne va pas faire un cours sur décentralisation, déconcentration et tous ces machins-là. Ce qui est sûr, c'est que les spécialistes du théâtre public font apparaître l'idée que le théâtre perçu comme un service public, ça remonte en fait à l'avant-guerre. C'est avant que ça commence. Et dès la 4e République, on confirme le rôle éducatif de la culture et donc du théâtre. C'était aussi une tradition européenne, puisqu'en Allemagne, il y avait à peu près la même chose. Cette volonté d'un théâtre public, d'une conviction dans l'éducation populaire,
elle était portée par les artistes théâtraux eux-mêmes. Je pense au Coupeau et au comédien routier de Léon Chancerelle. Ils se réclamaient du théâtre populaire. C'était le cas de toutes les troupes qu'on trouvait sur le territoire français qui rattachaient leur travail à une volonté de mise en place d'un outil d'instruction de la classe ouvrière. Instruire aux expériences de l'éducation populaire, c'était, et nous en parlions avant, une inspiration des mouvements catholiques d'avant-guerre. Et c'était aussi une inspiration des mouvements communistes. Donc pour eux, leur démarche, elle se fonde sur deux choses simultanées. C'est très important d'avoir les deux choses en tête. La qualité artistique du travail, le répertoire, le jeu, et la capacité à toucher un public large, populaire. Ils ont des relais locaux dans ce travail. Ils viennent du monde de l'éducation populaire, de l'éducation nationale, des réseaux associatifs. Ils assurent un ancrage profond du théâtre dans la population. La seconde référence structurante de cette époque-là, c'est bien sûr celle initiée par Jean Vilar. Dès 1947, dans un cadre un peu expérimental, mais où on voit tout, la cour d'honneur, c'est le théâtre antique. Et à Chaillot, où, assumant la même esthétique, il crée le TNP en 1951. Villars, c'est une esthétique et des acteurs, mais c'est aussi des outils pour élargir la connaissance du théâtre au public. Les prix des places, pour que les gens les plus modestes peuvent y adhérer. Les livrets qui vous expliquent ce que vous n'avez pas appris peut-être à l'école, qui ne sont pas ces bibles de salle illisibles qu'on me distribue chaque fois que je vais au TNBA. Des grands livrets, j'en ai encore quelques-uns chez moi. Développement des associations, des amis du théâtre populaire, etc. Donc, on part sur ça, décentralisation, on part, d'une part, Jean Vilar, deuxième partie. La notion de théâtre populaire, néanmoins, est un petit peu compliquée. Je ne veux pas relire ici Travail théâtral, hiver 1972 et les définitions du théâtre populaire d'Augusto Boal. Je voulais simplement signaler un clivage qui va être assez important. C'est lors de l'introduction en France, dans les années 50, du théâtre de Bertolt Brecht. Ça va susciter des débats entre les tenants de la décentralisation dramatique quant au rôle social du théâtre. Les enjeux du théâtre ne font plus consensus, car Brecht défend, je lis pour aller plus vite, un théâtre dont l'aspiration politique suggère de s'adresser en priorité à la classe ouvrière, dans une perspective de lutte des classes. Le travail doit être porté prioritairement, et on revient à Sobel, en direct et à Gennevilliers, le travail doit être porté auprès des ouvriers et favoriser leur émancipation. Voilà pour les lignes de fond, hein, avec ce donc populaire, décentralisation, aller sur le territoire, partout, et puis la difficulté, au-delà de l'estime esthétique, bien entendu, la difficulté de tirer le plein profit de la pensée brechtienne par rapport au théâtre. En Gironde, qu'est-ce qui se passe au même moment? Alors la Gironde, Bordeaux, c'est une tradition lyrique, Bordeaux.
Et ses dérivés, l'opérette, les revues, c'est pas des théâtres pour le théâtre, c'est des théâtres pour l'opérette et pour les revues qui vont devenir des cinémas. Et les gens de théâtre vont devoir aller répéter le dimanche matin parce qu'il n'y a pas de séance de cinéma aux Français le dimanche matin. Il y a un théâtre privé, je passe très très vite là-dessus, mais j'ai beaucoup d'estime aussi pour Félix de Rochebrune, qui de la petite Gironde au Mondial, en passant par le Capitole, en passant par le Molière, qui est devenu un théâtre public avant de redevenir un théâtre privé, a fait vivre un répertoire qui est la manière dont les gens de la classe bourgeoise se regardent en scène. Hein. Finalement, c'est un petit peu ça pour aller vite. Je veux plutôt insister sur des personnalités qui sont des pionniers de la décentralisation. Lagrave, à l'université, Jean Lagénie, qui fonde la nouvelle compagnie en 1945, puis le CRAD, Centre régional d'art dramatique, au début des années 50, avec dans sa roue, comme disent les coureurs cyclistes, Raymond Paquet, qui venait des Compagnons du Jeudi. C'est la Ligue de l'enseignement, les Compagnons du Jeudi. Je croyais même que c'était que ça. C'est après que j'ai appris que c'était la laïcité, plein de trucs un peu compliqués. Mais pour moi, c'était le théâtre qui allait sur les territoires. Notez que Jean Lagénie, et c'est un problème de fond, ne sera jamais un professionnel du théâtre. Il fait le choix de l'amateurisme, et Paquet, pendant très longtemps, fait aussi le choix de l'amateurisme. Il devient professionnel par l'enseignement, conservatoire à Bordeaux, et puis après par la création de la CDA. À ce moment-là, à Bordeaux, il n'y a pas de théâtre, à part le grand théâtre qui accueille quelques tournées, qui fait les matinées classiques, le jeudi, puisqu'à l'époque c'est le jeudi, etc. Il n'y a pas de lieu consacré au théâtre. Et ça me renvoie à l'article de Vitesse sur l'édifice et l'abri. Le théâtre a besoin d'abris. Cantor, des caves. Nouchkine, le cirque Medrano, et après une usine de cartoucherie à Vincennes. Et on va voir très lentement se créer des édifices. Quand j'étais avant-hier à la Mecca, quand je vois ces marches, j'ai l'impression d'aller dans un mausolée. J'ai l'impression d'aller vers quelque chose qui est mort et pas vers quelque chose qui est vivant. Deuxième période, les débuts de la Ve République, surtout Malraux, ministre de la Culture, ministre d'État de la Culture. C'est une période, je dis 58-81. Je sais bien que Malraux n'est pas resté aussi longtemps ministre de la Culture, mais il a quand même marqué les choses. Et puis, la rupture suivante qui m'intéresse, c'est celle avec 81, Jacques Lang, Mitterrand, etc. Alors, que retenir par rapport au théâtre public sur cette période? Bon, je vais passer très vite, faute de temps, sur l'affaire des Paravents ou sur la censure de la pièce de Gatti au TNP. Je vais passer sur les maisons de la culture. Je veux signaler tous les grands hommes ont leurs erreurs. L'erreur fondamentale de Malraux, pour moi, c'est la coupure entre le secteur de la création et celui de l'animation, c'est-à-dire celui de la relation avec les publics. Il procède dès sa nomination à l'exclusion de l'éducation populaire. Ça ne fait pas partie du champ culturel. C'est bon pour jeunesse et sport. C'est bon pour Maurice Herzog. Qu'est-ce qui se passe en Gironde simultanément à ça? Alors, il se crée en 1965 Sigma.
j'insiste sur Sigma, ça durera 30 ans, c'est la promotion d'un théâtre libertaire qui est hors du champ du théâtre public. C'est le théâtre américain, le Living, l'Open, Barbois Theater, etc. C'est le grand Magic Circus avec ce merveilleux comédien et costumier bordelais qui était Michel Dussara. C'est aussi quand même un appel et une aide lancée à des créateurs locaux. Je pense à Guy Lenoir, que vous avez accueilli il y a quelques jours, à Jean-Pierre Nerkam, Gilbert Tiberghien un peu plus tard, et surtout Jacques Albert Camp, qui est mon maître. 1967, création de la CDA. Entre 45 et 67, il y a combien? 22 ans, c'est ça? Je ne sais pas faire. Donc, la compagnie dramatique d'Aquitaine, qui va suivre un petit peu, sans moyens, les préceptes de la décentralisation théâtrale, est créée à ce moment-là. 1972, création du groupe 33. Alors, le groupe 33, j'ai envie d'en parler d'abord parce que c'est le maintien de la vocation du théâtre amateur, c'est le théâtre universitaire. Jacquel a récupéré la CDU, de la Grave, etc. Il fait le choix du théâtre amateur parce qu'il ne veut pas travailler à la CDA. Au CRAD, j'ai vu le mariage de Figaro avec Jacques Albert Canque qui faisait Almaviva et Raymond Paquet qui jouait Figaro. Eh ben non, Figaro va continuer tout seul sur les auspices du théâtre professionnel et Jacques Albert Canque va rester là dans le théâtre amateur et universitaire. La CDU, pardon, le groupe 33 va participer au festival de Nancy. On y revient plus loin. À noter sur cette période l'expérience originale de Fartoff et Belcher, une association entre le groupe Nerkam, le groupe Le Noir, pour aller vite, et quelques autres, Delbalan, etc., qui essayent d'affirmer le professionnalisme, qui accueillent à Bordeaux, j'ai vu des spectacles merveilleux, des grandes compagnies professionnelles, mais pas dans le cadre d'une démarche de travail en direction du public. C'est un soir ou deux pour ceux qui savent, qui vont prendre la voiture dans le brouillard pour aller jusqu'au fin fond des îles. Bonjour. Toujours pas de centre dramatique national sur cette période. Hein. On commence à... Pourquoi? Certains évoquent des raisons politiques. Le théâtre dit de décentralisation est souvent assimilé dans l'imaginaire fantasmatique de certains édiles aux horreurs du bolchevisme conquérant. Souvenez-vous, c'est l'époque de Druon aussi, en 73, la Sébille et le cocktail Molotov. C'est plutôt une réalité sociologique de la ville et de sa région que résumait bien Roger Lafosse. Roger Lafosse, Sigma. À Bordeaux, disait-il, il y a une maison de la culture, c'est le Grand Théâtre. Et c'est vrai qu'il y a un problème théâtre parce que simultanément à Bordeaux, dans les arts plastiques, dans d'autres domaines, des choses conséquentes se passaient. Ça va pour le temps? Non, je suis à la fin en principe. Bon, troisième période, il en reste deux. L'arrivée de la gauche au pouvoir, les années Lang. Bon, je fais abstraction ici de la cohabitation, qui a été toute une histoire à l'époque, mais je dis 13 ans, là, d'années Lang, et sans doute bien au-delà. Sans doute bien au-delà. Elles vont marquer, ces années-là, l'éloignement des publics populaires dans le théâtre public.
on va pas faire de psychologie. Mais Jacques Lang était un fou de théâtre. Il a été comédien, il a joué Caligula, il a créé Nancy. Et Nancy, qu'est-ce que ça nous a apporté? Donc, c'était un amoureux de la création et de la création exubérante. Le public, ça venait après. Ce qui comptait, c'était les événements. D'autre part, et c'est son influence, il y a beaucoup dans les universités de bâtiments qui se construisent et il y a des formations qui se développent, formation au management, aux relations avec le public, à l'administration des théâtres, à la médiation, à la médiation. En Gironde, pendant ce temps, 81-95, 5 ans après la naissance de François Mitterrand, on crée un théâtre, un centre dramatique national à Bordeaux. C'est Jean-Louis Tamin qui nous nommait. Bon, faisons pas trop sur les trucs personnels, mais enfin, ils viennent de Nice. Ils ne viennent pas de Longwy, d'Agondange ou de Lille. Hein. J'ai assisté à ce moment-là à une réunion avec Jacques Albercanque, puisque je travaillais beaucoup avec lui. Il nous a dit, je regrette de ne pas avoir noté la citation, tout va changer en Aquitaine. On est mort, ou presque, avec la création de Centre dramatique national. Alors, le problème de Tamin, et là, vous pouvez retrouver ça dans le sud-ouest, c'est justement l'édifice. On ne peut pas faire de théâtre sans édifice. Il ne dit pas on ne peut pas faire de théâtre sans public. Le public viendra s'il y a l'édifice. Octobre 86, il présente ses spectacles hors les murs. 88, il fait les nègres dans ce qui est devenu la salle Vautier, hein, un espace, etc. Simultanément, alors, financement de la structure, ça, les sous arrivent, l'État, 1,9 million d'euros, ça ne me parle pas, moi. La ville de Bordeaux, qui récupère quand même un tiers de ce qu'elle verse en échange des locaux. La région, 400 000, un tout petit peu le conseil départemental, conseil général à l'époque. Le conseil général, département à l'époque, mène sa politique un petit peu à part, avec la création du Festival de Blaye, 1990, appel à Jacques Albercanque par Marc Boeuf, qui aimait le théâtre, Églantine du Paty, bon, mais c'était du théâtre. Et un homme de théâtre très, très important pour moi, qui avait été dramaturge à Dijon, je crois, veut créer une politique des salles à Bordeaux. Et c'est le moment où s'ouvrent 4 théâtres à Bordeaux, le TNT, le manufacture des chaussures, le Globe, 95, La Source, Jean-Pierre Nerkam, venu Théâtre populaire d'Aquitaine, Fartov et Betcher, Théâtre de la Source pour les enfants, et le Pont Tournant. Peut-être le conseil départemental ou son conseiller théâtre ou d'autres avaient compris que la force d'un centre dramatique national ne servirait pas forcément tous les acteurs locaux et ne servirait pas forcément toutes les volontés originelles du théâtre public. Période 4, je l'ai appelée la période des contradictions, 30 ans, mais c'est beaucoup, hein. 95 à 2024. La hideuse province stigmatisée par Malraux en 66 n'est plus, même si Paris et Avignon l'étaient, reste le cœur de la création et de la vie théâtrale nationale. Maillage d'institutions, montée aussi
du populisme, j'oppose volontiers populaire et populiste. Quelques villes du sud-est, pardon, conquises par le Front National, vont générer un contrôle beaucoup plus étroit des scènes locales. En fait, sur cette période, ce qui me semble se passer, c'est que la perspective de faire vivre un théâtre d'éducation publique, d'éducation populaire, est masquée par la vitalité de la création, et du travail esthétique et du travail artistique. En Gironde, sur cette période-là, mars 2003, toujours plus grand, toujours plus beau, on ouvre une seconde salle, on ouvre sans ouvrir, hein. On arrange la salle du conservatoire, mine de rien. On crée un théâtre national, on passe du CDN au TNBA, c'est 2003. Et on nomme Pitoisé. Peut-être que Pitoisé est venu parce que justement c'était un théâtre national, j'en sais rien. Une dialectique de séduction des créateurs bordelais existe. On les fait venir, ils sont metteurs en scène, mais ils vont faire l'acteur au TNBA. Ils viennent, mais d'autres, Laurent Ruggiero, etc. Comment? Blanc-l'œil, jusqu'à la création de l'STBA, l'école de formation. Alors ça, c'est un truc général aussi sur ces grands vaisseaux nationaux. C'est qu'on met à côté une école. Et pour justifier l'école, on fait travailler ceux qui sortent de l'école. Oui, c'est parce qu'ils sont du talent. Non, c'est parce qu'ils étaient là. Bon, enfin, il y a plein de trucs qui se passent. Donc, l'STBA est créé en 2007 par Pitoisé. Les salles vivotent un petit peu, ou elles vont changer de statut. On y reviendra peut-être si on a le temps. Les salles privées, à contrario, sur la fin de cette période, se développent à Bordeaux. Vialet n'a pas bien réussi son plan de ces théâtres pour les jeunes compagnies locales qui lutteraient contre la machine nationale, hein, etc. Mais on a ouvert la Victoire, les Salinières, le Fémina, le Molière a été récupéré. Bon, voilà. Alors soyons quand même à peu près un petit peu justes. Il y a les animateurs de ces lieux, Michalik, Daguerre, ont des ambitions qui n'étaient pas celles de Rochebrune et du théâtre boulevardier de l'après-guerre. Après, moi, je suis allé voir Du charbon dans les veines, qui parle de la condition ouvrière dans le Nord, la condition des mineurs. C'est un spectacle touchant, authentique. Ce n'est pas une analyse de l'exploitation humaine. C'est pas du Zola. Hein. Il faut dire les choses. La cinquième période, pour avancer, j'essaierai d'être plus rapide sur la deuxième partie si on en laisse le temps. C'est les 2 années d'Ati, 2024-2025. C'est faire un grand honneur à Madame Dati de lui consacrer un point de cet exposé, mais elle devrait fêter le 11 janvier prochain, hein, juste après les fêtes, ses 2 ans de présence rue de Valois. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on sous-estime son pouvoir d'influence néfaste. Dès sa nomination, elle a annoncé, c'est notre vocabulaire, une nouvelle culture théâtrale populaire. C'est notre vocabulaire. Elle disqualifie à mi-mot la politique culturelle menée ces dernières décennies, qui est renvoyée, c'est le phénomène de la création, de l'esthétique, à son caractère élitiste. Je crois que Vincent était à Avignon, je ne sais pas s'il y était le jour où on cherchait si Mme Dati allait venir ou pas venir, etc. Elle est venue à Avignon, mais à l'EHPAD. Elle est allée à l'EHPAD. Parce que c'est là la vraie culture, c'est dans les EHPAD. Bon. Au-delà des enjeux politiques et électoraux qui sous-tendent son attitude,
elle joue allègrement, et ça, il faut qu'on l'éclaircisse, sur cette confusion entre populaire et populiste. C'est un point important. En Gironde, il y aurait des évolutions, on en parlera peut-être à l'occasion, avec la nomination le 1er janvier 2025 de Fanny Chaillet à la direction du TNBA. Après Pitoisé, on a eu, je ne l'ai pas dit, Catherine Marnas. C'est le phénomène de la parité, ça. Hein. C'est Madame Filippetti, mais c'est plutôt bien comme démarche, qui veut établir une parité dans les directions de centres dramatiques. Je pense que Catherine Marnas, quels que soient mes avis de spectateur, a bénéficié de ce contexte. Elle venait de Marseille, d'un quartier, la Belle de Mai, populaire. C'est déjà mieux que Nice. Mais peut-être pas suffisant pour des gens aussi exigeants que vous. Donc, vers la deuxième partie, transition, Bordeaux a mis le temps de se conformer au théâtre modèle national du théâtre public, on a vu la durée, à la fois dans son répertoire et dans ses modes de fonctionnement. Comme ailleurs, l'idéal d'un théâtre public à vocation sociale s'est estompé au profit de la création et de l'innovation esthétique. Ces constats confirment cette déclaration que j'ai trouvée magnifique de Roger Planchon en 68 aux États généraux de la culture à Villeurbanne, qu'il a dit « Les ouvriers vont au théâtre lorsqu'ils les construisent ». Sur la deuxième partie, je vais aller très vite parce qu'il vaut mieux débattre. 4 facteurs majeurs me semblent expliquer cet abandon des publics populaires dans nos théâtres publics. Le premier facteur, le dédain à l'égard de l'animation culturelle. C'est un peu le péché originel, excusez-moi de parler de péché, mais on a parlé de Mariton après. Donc, c'est le péché originel de Malraux, cette distinction entre animation et création. Le théâtre a abandonné progressivement, parce que ce n'est pas la même chose, la médiation et l'animation, il a abandonné l'animation. Et surtout, le travail d'animation a disqualifié les metteurs en scène qui le faisaient. Pour les programmateurs, on disait qu'un tel, il faisait du socio-culturel. Et on disait, il fait du socio-cu, comme si c'était obscène, comme si c'était pornographique. Le deuxième facteur, pour moi, qui explique cette dérive, c'est la professionnalisation à outrance du théâtre public. Professionnalisation des acteurs, des comédiens. Il faut être passé par les écoles et par les conservatoires, si possible les écoles adossées aux données, pour faire carrière. On n'est plus animateur, comme l'était Guy Rétoré, comme l'étaient les gens de cette génération, on est directeur. Ça vous pose. Moi, je suis directeur du théâtre. À moitié, parce que quand je suis directeur d'un théâtre, j'ai à côté un directeur administratif qui surveille les sous, contrôle la boutique. Les animateurs militants sont remplacés par les chargés de relations publiques qui émergent, pleins de bureaucratisation. Alors, ça fait des emplois, les bureaux. Voilà. On est d'accord. Mais préférerais, moi, plus d'emplois auprès des malades, un peu moins dans les bureaux. Hein, mais ça fait des emplois, effectivement. Le profil des médiateurs formés à l'université a changé. Il modifie la conception que l'on a du public. Le management devient roi. Et la formule en matière de management, c'est qui c'est le client? Qui c'est le client? Eh bien, le client, ce n'est pas le public, c'est le programmateur.
C'est là euh, à quel public on s'adresse, combien de spectateurs on touche, ça devient secondaire. Troisième facteur, la recherche de l'innovation esthétique à tout prix. Le théâtre public s'est intellectualisé à la fois dans les formes et dans les thèmes proposés sur scène. La vocation sociale du théâtre public a été marginalisée. Le problème, c'est que toutes ces mécaniques de collecte du public, de recherche, etc., a généré une augmentation globale du public. Donc, on remplit les cases des indicateurs. Seulement, on ne regarde pas qui c'est qui est dans la salle. On ne regarde pas ces transformations et plus on institutionnalise le théâtre, plus on le fait progresser, mais on abandonne sa vocation sociale. Quel doit être, c'est le quatrième point, quatrième facteur, la réduction de la portée des ambitions. Bon, Roland Barthes, pour une définition du théâtre populaire, 1954, il faut rendre accessible au plus grand nombre un répertoire de haute culture dans une dramaturgie d'avant-garde. Ça rejoint la remarque d'Antoine Vitesse qui nous faisait un bien fou. Il faut être élitaire pour tous. Mais une fois qu'on s'est satisfait de cette déclaration d'intention, comment on fait? Parce qu'on n'est pas Roland Barthes, on n'est pas Antoine Vitesse. C'est beaucoup plus difficile de gérer les choses. En résumé, si le recours au peuple, au populaire, n'a cessé d'être revendiqué depuis 7 ou 8 décennies, on observe qu'il y a un manque de diversification des publics et un abandon, voire un éloignement des classes populaires. Alors, il y a des questions d'abandon pour des raisons peut-être sociologiques. La moyennisation de la société, des classes moyennes, fait que les classes ouvrières se sont dit c'est pas pour nous. Classe moyenne, c'est un sentiment personnel que l'on a d'y appartenir ou de ne pas y appartenir. La société s'est transformée. La classe ouvrière est devenue un petit peu suspecte, un petit peu fermée, un petit peu étrangère. Abandon également du populaire pour des raisons liées à l'institutionnalisation du secteur. Le secteur du théâtre public n'abandonne pas la référence au public, mais elle est régulièrement disqualifiée au nom d'une opposition entre populisme et exigence artistique. Moi, je fais autre chose parce que mes électeurs, mon public, demandent autre chose. Il n'y a pas de véritable réaction institutionnelle à cet état des faits. Pas de réaction, pourquoi? Parce que les critères d'attribution des subventions ne font pas référence au public, ni dans sa quantité, ni dans sa qualité, mais font référence uniquement à la qualité artistique telle qu'elle est expertisée. Le facteur de résistance, c'est les critiques externes vis-à-vis de l'entre-soi qui est devenu le théâtre public. Mais
l'engagement politique toujours fort dans les discours est passé d'une lecture marxiste du monde qui supposait un travail auprès de la classe ouvrière à une lutte pour des causes plus humanistes. Et derrière ces causes humanistes, je vois poindre, on a eu un exemple avec un festival à Lyon, je vois poindre des risques de fragmentation de la société. Un théâtre pour les femmes, un théâtre pour les immigrés, un théâtre pour un tel, pour etc. Mais ces catégories ne sont pas les catégories du théâtre populaire. Elles sont autant de moyens d'exclusion des individus. Le plus terrible est qu'on a théorisé sur cette fonction au travers du concept de spectateur empêché. Qu'est-ce que c'est les spectateurs empêchés? Vous voyez bien, ça me pose problème, même si j'ai dû militer pour des projets culturels sanitaires. Enfin, bon, mais ça me gêne un petit peu. Alors, pour ne pas finir sur une démarche trop longue, encore plus longue, sur des pistes d'évolution. Comment? Parce que c'est votre recherche. Je crois, moi, qu'on a un contexte qui est peut-être marqué par la remontée du populaire. Je vois ça au travers de l'actualité des Gilets jaunes et de la mise en valeur des métiers de première ligne pendant la crise sanitaire. Je pense, moi, qu'il faut prioriser la question des publics maintenant. C'est beau l'esthétique, moi aussi j'en profite, je suis heureux. Mais le théâtre public, c'est pas fait pour rendre Michel Almandou heureux. C'est fait pour autre chose. Donc, il faut prioriser cette question. J'en reviens à Gatti. Ce qui était posé par la décentralisation, ben, ouais, les questions, les démarches restent d'actualité. C'est les réponses qu'il faut trouver. Il faut, me semble-t-il, prioriser la question des publics, mais en déduire les conséquences financières de ces choix. Alors, contexte, les baisses des subventions, etc. Mais il faut que les critères de subventionnement prennent plus en compte, à mon avis, la place des publics, diversifier l'offre culturelle, mais avec des indicateurs adaptés. Enfin, je pense, ça c'est assez amusant parce qu'en fait, on va peut-être se rendre compte que c'est les artistes qui ont été exclus depuis des décennies qui mériteront le plus de bénéficier de ces nouveaux arbitrages, s'ils ont lieu. Et puis, je pense qu'il faut s'appuyer sur l'associatif. Les festivals l'ont compris. Ils travaillent de plus en plus avec le milieu associatif et les structures d'éducation populaire. Il faut fouiller cette affaire-là avec les tiers-lieux, avec le travail des associations elles-mêmes qui doivent faire valoir ce qu'elles attendent auprès des institutions culturelles. Voilà, grosso modo, dans un temps un peu trop long, ce que je voulais vous dire. Merci. Une question. Est-ce que tu m'autorises à te poser une question? On l'a posé, oui, bien sûr. Tu nous as parlé du public. Et je voudrais que tu reviennes, puisque tu es dans une association d'éducation populaire, sur le rôle que jouaient les intermédiaires. Il fut un temps où les syndicats, par exemple, s'emparaient de la pratique du théâtre. Il fut un temps où c'était des autobus entiers qui venaient. Il y avait un public, je ne dis pas qu'il était captif, mais c'était un public qui était dédié. Et il fut un temps aussi où les écoles
avait des autobus entiers et amenait les enfants. Je pense que ça existe aussi, mais avec des contraintes budgétaires telles que ça devient l'exception. Et j'aimerais que tu reviennes sur cette nécessité de faire sauter ces verrous qui font que les spectateurs empêchés, ils sont empêchés parce qu'ils sont mal informés et ils ne sont pas accompagnés dans cette démarche. Et parce que tu connais bien le théâtre en Gironde, euh, est-ce que tu as une petite idée de qui va au théâtre aujourd'hui en Gironde? Tu me parlais de, des EHPAD, mais non, je pense qu'on n'en est pas là. Mais enfin, pour ce que je vois dans les différentes salles où je vais, je trouve que le public est vieillissant. Alors, toi qui es spécialiste, il faudrait que tu apportes un éclairage un peu plus précis à ce ressenti. Je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Il y a beaucoup de choses. Bon. C'est Madame Datier qui va dans les EHPAD. Ce n'est pas les EHPAD qui viennent au TNBA. Hein. Ça, c'est clair. Qui va dans les salles de théâtre, effectivement, je n'ai pas les statistiques ici, Non, si non, tu non. veux, mais j'ai un regard euh, des personnes plutôt âgées, surtout des femmes, et surtout, et ça n'a pas bougé depuis Jean Vilar, des enseignants et des enseignés. Ça je crois que c'est le corps, c'est le cœur du public. Il ne faut pas qu'on se leurre. Jean Vilar l'a dit, et puis toute la première ligne de Bosch, Rétoré, etc., de la décentralisation, euh, c'est on avait du mal à capter véritablement d'autres publics. On le faisait au travers des intermédiaires, c'est-à-dire que c'était les militants syndicaux, les membres des comités d'entreprise euh, qui, qui, qui allaient au théâtre. Mais ce n'étaient pas forcément les acteurs de base du monde ouvrier. C'était un petit peu ces intermédiaires. Le problème, c'est que je pense qu'il y a des telles stratégies de communication, de tels outils de communication, c'est qu'entre aller voir Pomera et Holiday on Ice, qu'on voit à la télé avec des images, etc., on choisit Holiday on Ice parce qu'on a le sentiment, non pas de s'émanciper intellectuellement, mais de s'émanciper de sa classe sociale. Je crois que c'est ça. Voilà la réponse que je te ferai. Alors, sur la Ligue de l'enseignement, c'est une action, d'abord parce que la Ligue, on n'a pas beaucoup de sous, on ne peut pas tout faire, on n'est pas très nombreux. Nous, on travaille plutôt sur euh, les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on a mis en place un festival pour permettre, d'une part, à ces personnes-là d'être mises en lumière au travers de propositions artistiques sur une scène et de se voir. Ça reste extrêmement cloisonné. C'est-à-dire que si mardi soir, c'est des patients de l'hôpital de Cadillac ou des personnes de culture quelconque qui sont sur scène, elles attirent le public des gens qui sont en lien avec Cadillac ou l'institution dans laquelle elles vivent. Euh, Ce public-là n'ira pas voir 3 jours après une autre voilà. Les, 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 les correspondances ne s'établissent pas. C'est pour ça que je faisais appel à un véritable travail à mener au sein des associations, si tu veux, hein, des gens. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Très J'ai bien. oublié des trucs, Très non? bien. Je pense qu'on peut demander à des amis s'ils ont des questions. Non, tu n'as pas le temps. Non, enfin, ça dépend. Hein. Si vraiment vous avez une envie forte, allez-y. Mais sinon, c'est pour respecter à peu près les intervenants qui vont suivre. Tu nous as ouvert un chantier de
de très grande importance, On t'en remercie. et on t'en remercie, et je pense que ça méritera des prolongements, si tu en es d'accord. On verra, oui, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir respecté ces contraintes terribles du C'est temps. formidable. On prend du temps. Vincent, non?